Voilà, il est 12 heures, nous allons commencer et je vous souhaite la bienvenue donc à ce webinaire dont le sujet aujourd'hui c'est réduire la durée du cycle de vente d'un logiciel ou d'un service numérique. Je vais vous faire mon exposé pendant une vingtaine de minutes, 15-20 minutes, et puis je répondrai à vos questions ensuite. Donc, si vous avez des questions pendant mon exposé, n'hésitez pas à les poser en utilisant la fenêtre de questions-réponses ou la fenêtre de chat que je consulterai. Voilà, donc j'y vais, je suis parti. Alors, le cycle de vente, de quoi parle-t-on? Avant tout, le cycle de vente démarre depuis le Sales Qualified Lead, c'est-à-dire le premier contact commercial, jusqu'à la signature, il s'étale jusqu'à la signature. Et donc, on a des étapes, les étapes de la vente qui s'insèrent entre ces deux étapes. Donc, la première étape, c'est la qualification du lead au niveau commercial qui nous amène ou non à une opportunité commerciale. Cette opportunité commerciale va être qualifiée à son tour et selon le cas, on va faire une proposition commerciale et de cette proposition commerciale, on va aboutir à la signature. Sachant que donc, entre la proposition et la signature, on va noter le win ratio, qui est le ratio entre le nombre de signatures que l'on va effectuer par rapport au nombre de propositions que l'on a émises. Pour vous donner une ordre d'idée, d'ailleurs, ce win ratio se situe entre 30 et 50% pour un éditeur de logiciel normalement. En amont du cycle de vente, on a l'action marketing qui va avoir pour objectif de produire des marketing qualified leads et on verra qu'une des actions, des axes d'amélioration pour réduire le cycle de vente, c'est le nombre de leads générés par le marketing et le niveau de qualification de ces leads. Donc, pourquoi réduire le cycle de vente? Pourquoi essayer de mettre en place des actions qui vont avoir tendance à réduire ce cycle de vente? Parce qu'un cycle de vente long implique des risques commerciaux. Et ces risques sont de deux sortes. L'évolution des priorités chez le prospect, c'est-à-dire quand on est dans un cycle de vente long, le prospect peut changer la priorité du projet qui vous concerne. Et puis, plus un cycle de vente long, plus ça laisse de la place à la concurrence de venir s'insérer et de venir proposer à son tour. Et changer éventuellement le prospect de perspective quant à la valeur qu'il doit trouver au sein de votre solution ou d'une solution concurrente. Donc voilà, le problème, alors les cycles de vente sur un logiciel ou sur un service numérique sont relativement longs, alors c'est plus long sur un logiciel, et plus la proposition de valeur est large sur ce logiciel, plus le cycle de vente est long. Et faisons un bref focus sur les attentes vis-à-vis d'un logiciel, parce que pour acheter un logiciel, un prospect doit être convaincu sur 3 points. Bien sûr, sur le point fonctionnel, centré sur l'usage à partir de cette problématique réelle, c'est-à-dire qu'on résout le problème que le client a. Il y a un aspect héroïste, économie, c'est-à-dire que le logiciel et le changement qui va être impacté par le logiciel va faire gagner de l'argent à l'entreprise, c'est-à-dire va faire soit dépenser moins, soit gagner plus d'argent. Et puis, il y a un troisième aspect qui est extrêmement important, c'est l'aspect intégration. C'est-à-dire que ce logiciel va s'intégrer correctement dans les processus de l'entreprise et derrière cette notion d'intégration, il y a tout le changement qui est nécessaire. Et plus la proposition de valeur est large, plus cette difficulté d'intégrer le logiciel dans les processus de l'entreprise est présente à l'esprit de nos prospects. Et c'est ce qui va faire que le cycle de vente est long. Parce qu'on va avoir plus d'interlocuteurs à convaincre, parce qu'il va falloir que ce prospect ait une notion de tous les risques liés au changement que va produire ce logiciel dans son entreprise et diminue ses risques et minimise ses risques. Et donc, cette démonstration d'intégration qu'on doit faire est extrêmement importante pour réduire justement le cycle de vente. Donc, finalement,
On a 3 axes pour réduire ce cycle de vente. Le premier axe, c'est au niveau de notre offre, c'est-à-dire de notre marketing produit, avec un packaging de l'offre qui va permettre d'évaluer la solution, qui va permettre à un prospect d'évaluer la solution si cela est nécessaire. Deuxième axe, et je vais détailler ces axes-là, c'est la communication marketing. Générer des leads plus qualifiés, générer plus de leads plus qualifiés. Et donc, on va faire appel à du nurturing pour ça, et je vais expliquer également de quoi il s'agit. Et puis, tout dernier aspect, l'aspect commercial, c'est-à-dire mieux qualifier les prospects et proposer une offre commerciale qui prend en compte les risques perçus par le prospect et notamment ces risques liés au changement qui est nécessaire pour percevoir la valeur du logiciel que vous vendez. Donc, on va mettre maintenant le focus sur ces trois axes d'action qui permettent de réduire le cycle de vente. Sur l'offre, déjà un packaging qui permet de tester et d'évaluer les solutions que vous proposez. Ça ne veut pas dire de le faire gratuitement, hein, ça ne veut pas dire de le faire gratuitement, mais ça veut dire de pouvoir tester et évaluer, par exemple, sur une période plus courte ou sur un aspect de votre proposition de valeur. C'est-à-dire que votre proposition de valeur comporte généralement un certain nombre d'éléments de valeur. Pourquoi ne pas avoir un packaging qui permet de tester et d'évaluer sur une valeur ou deux valeurs, mais pas la globalité des valeurs qui sont portées par votre logiciel. C'est ce qu'on a essayé de faire au travers de cette offre-là, hein, qui est un exemple que je voulais vous donner, qui est une offre pour un logiciel d'aide à la réponse à appel d'offres, de sélection déjà d'appels d'offres publics pour une entreprise et d'aide à la réponse. Et donc, on a défini une première offre qu'on a appelée découverte justement, qui est une offre qui va se faire sur 3 mois et qui est un aspect très service en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer au travers de cette offre-là de prouver la valeur de l'offre globale et d'enchaîner ensuite vers quelque chose d'autre au bout de 3 mois, d'enchaîner vers quelque chose qui est un peu plus impactant. Mais on a utilisé cette offre-ci, découverte, qui est très centrée sur la valeur. Alors, pour expliquer globalement qu'est-ce que fait cette application, c'est une application qui permet de sélectionner grâce à un profil personnalisé les appels d'offres qui vont concerner l'entreprise et qui vont aider à produire la meilleure réponse possible dans le but de gagner, l'appel d'offres. Et donc là, sur ce premier aspect, bien sûr, on met la sélection des appels d'offres en avant, mais on met surtout en avant l'aspect conseil et l'aspect service pour pouvoir tester. Et donc là, par exemple, conseil et relecture sur les mémoires techniques, sur 2 mémoires techniques et l'assistance au dépôt de ces mémoires techniques. L'idée, là, c'est d'adresser au travers de cette offre une population de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de répondre à l'appel d'offres et qui hésitent à y aller. C'est-à-dire que c'est un changement pour eux important que de répondre à des appels d'offres. Et là, avec cette offre de 3 mois, on encourage ce changement et on fait en sorte que ce changement soit minime, c'est-à-dire qu'on permet de tester et d'évaluer la solution. Avec toujours dans le but d'aller dans une prochaine discussion sur une offre un peu plus large qui va l'engager sur 1 an. Donc, l'idée d'un travail sur l'offre, c'est de permettre de tester et d'évaluer une proposition de valeur ou un élément de votre proposition de valeur. Ensuite, ce qui est nécessaire, c'est de ne pas proposer d'engagement, de ne pas forcer l'engagement contractuel dans le temps. Hein, c'est-à-dire qu'on peut demander un engagement dans le temps sous forme d'incitation à aller sur 1 an au lieu d'1 mois dans le cadre d'un abonnement, mais contractuellement, imposer un engagement sur 1 an, 2 ans, 3 ans, provoque
des risques supplémentaires pour le client et c'est jamais bon pour la durée du cycle de vente. Et ensuite, un autre axe qui est important à travailler, c'est sur le pricing de votre offre. Ce pricing, plus on va être centré sur l'usage, plus on va favoriser la diminution du cycle de vente. Qu'est-ce que je veux dire par usage? Je veux dire centré non pas forcément sur un nombre d'utilisateurs, mais en fonction de la valeur que ça crée. Ici, on voit très bien que on va fournir un prix en fonction du nombre d'appels d'offres auxquels l'entreprise va répondre sur une période de temps donné. Et donc, on est centré sur l'usage. Voilà. Et centré sur l'usage favorise la diminution de la durée du cycle de vente parce que finalement, alors bon, là c'est un modèle qui est ce qu'il est, mais plus on va être centré sur l'usage, plus on va diminuer le risque d'investissement que va percevoir un prospect. Sur la partie communication marketing, l'objectif, c'est d'avoir plus de leads au niveau marketing et de meilleure qualité. Pourquoi? Plus on aura de leads, plus ça va nous permettre de choisir les affaires sur lesquelles on va travailler commercialement et donc plus on va avoir des affaires qui sont matures commercialement. Pour cela, il est nécessaire, dans le contexte éditeur de logiciels, de produire des contenus marketing de qualité. Et je vais expliquer ce que c'est que de qualité et de façon régulière. Et puis, deuxième axe qui est important à travailler, c'est selon la taille de votre cible, c'est d'automatiser ce nurturing avec un outil de marketing automation. Je dis selon la taille de votre cible. Si on est un éditeur de logiciels qui est centré sur une cible qui est une niche, où on va avoir un nombre d'entreprises restreint concernées par votre offre, à ce moment-là, ce nurturing peut se faire plus ou moins manuellement. À partir du moment où on va avoir une cible qui est beaucoup plus large, par exemple, l'exemple de tout à l'heure qui concerne, qui est sur la réponse à appel d'offres et qui concerne toutes les entreprises qui répondent à des appels d'offres, et donc là, on a une cible que je qualifie de large, à ce moment-là, on va avoir besoin d'un outil de marketing automation qui va automatiser le nurturing. Qu'est-ce que c'est que faire? Enfin, qu'est-ce que ça apporte de faire du nurturing d'un point de vue commercial? C'est de ne pas contacter commercialement des prospects qui ont simplement, par exemple, participé à un webinar ou simplement téléchargé un livre blanc et de ne pas contacter ces gens commercialement, mais attendre un signal un peu plus fort de leur part pour pouvoir les contacter commercialement. Le lead nurturing consiste à promouvoir des contenus de façon régulière auprès de notre cible, traquer comment est lu ou le prospect va participer à ce contenu et au bout d'un certain nombre de contenus, à ce moment-là, le contacter dans un espace-temps limité. Voilà. Donc, le lead nurturing consiste va permettre d'avoir des leads de meilleure qualité parce qu'ils seront passés et on aura traqué ça sur un certain nombre de contenus. Voilà. Donc, ça nécessite bien sûr de produire des contenus de façon régulière. Et je parlais de contenus de qualité. Les contenus doivent retracer vraiment l'expertise qui vous sert à vendre. On ne fait pas des contenus pour faire des contenus ou pour travailler simplement le référencement naturel d'un site Internet. On fait des contenus pour démontrer l'expertise que l'on a et éventuellement évangéliser la cible parce qu'on est sur une offre qui a un côté innovant et on a besoin de faire évoluer notre cible d'un problème vers un besoin. Et donc ça s'appelle l'évangélisation. Et donc, j'insiste sur ce fait-là, les contenus marketing que l'on doit produire sont des contenus vraiment d'experts et pas des contenus uniquement pour travailler le référencement naturel. Voilà. Donc, l'aspect communication marketing est un aspect très important pour réduire le cycle de vente parce qu'il va nous permettre d'avoir plus de leads et des leads de meilleure qualité. Et enfin, dernier aspect, c'est l'aspect commercial et plus particulièrement au niveau de la qualification commerciale, c'est prendre le temps de la découverte et ne pas proposer trop rapidement.
Cet aspect-là est vraiment très important parce que nos commerciaux ont tendance à proposer trop rapidement. C'est-à-dire que il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise, des interlocuteurs, et d'évaluer avec ces interlocuteurs-là les problématiques de changement liées à l'implémentation de votre logiciel dans leur contexte. Tout ça pour pouvoir évoquer différentes approches d'implémentation et proposer une offre commerciale la plus adaptée à une prise de décision rapide. Je pense que cet objectif qui doit être d'obtenir une signature le plus rapidement possible dépend également donc, de l'approche commerciale et de la façon dont on propose à notre prospect la meilleure proposition qui va faciliter son changement et qui va peut-être le réduire dans un premier temps. Voilà, j'en ai terminé pour ces 3 axes que je voulais évoquer avec vous. Et donc, je vais passer maintenant à répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ces 3 sujets sont traités, ces trois sujets dont je viens de parler, c'est-à-dire l'offre, la communication marketing et l'aspect commercial, sont traités au niveau des formations que l'on propose, qui sont des formations donc il y en a une stratégie marketing pour les éditeurs de logiciels, où on parle largement de la partie offre et de la partie communication marketing, et sur l'aspect vente, et notamment l'aspect qualification de nos prospects, on va en parler au niveau de cette formation technique de vente complexe pour éditeurs. Ces 2 formations sont proposées par Atlas, qui est l'OPCO qui finance cette formation, qui finance ces formations à 100%, sous réserve de leur accord, bien entendu. Alors, je regarde si j'ai des questions. J'ai des questions. Pensez-vous que votre point de vue s'adresse autant aux entreprises qu'aux collectivités? Alors, les collectivités, c'est un peu différent, effectivement. Les collectivités vont être régies par les marchés publics et vont souvent émettre un besoin par rapport sous la forme des marchés publics. Et donc là, on a une contrainte qui est autre. Donc, par rapport à ça, effectivement, quand l'appel d'offres est sorti, c'est trop tard. On ne peut rien faire par rapport au cycle de vente. Par contre, c'est sur toute la phase de pré-procurement. Et là, la conception de votre offre et la communication marketing que vous mettez en place va pouvoir aider une collectivité ou un organisme public, quel qu'il soit d'ailleurs, à rédiger son expression de besoin d'une certaine façon. Parce que c'est toujours compliqué pour une collectivité ou un organisme public de rédiger une expression de besoin, parce que ça demande du temps et de l'expertise. Et donc, ils vont aller sur Internet pour exprimer ce besoin et faire des recherches. Et si sur Internet, ils tombent sur votre point de vue, sur votre approche du problème en question, et que vous proposez une approche qui prévoit des étapes d'implémentation, pourquoi pas? Donc, c'est un peu différent par rapport aux collectivités, c'est-à-dire par rapport au public de façon générale, mais ça doit se prendre très en amont sur le public. J'espère que j'ai répondu à votre question. Une fois la démo effectuée, quels sont les axes pour réduire la décision du prospect? Alors, une fois que la démo est effectuée, c'est vraiment tard, on est vraiment tard, parce que la démo a forgé une idée auprès du prospect sur ce qu'il va obtenir et comment il va l'implémenter chez lui. Et donc, c'est vraiment très tard. Donc, une fois que la démo est effectuée, quels sont les axes pour réduire la prise de décision du prospect?
C'est le questionner pour rechercher qu'est-ce qui bloque. Hein, le questionner pour rechercher qu'est-ce qui bloque. Bien souvent, ça va être des choses liées au changement qui est nécessaire chez lui pour pouvoir implémenter votre solution et percevoir toute la valeur que vous êtes capable d'amener. Et donc, il faut essayer de voir à ce niveau-là, à ce moment-là, quels sont les axes que l'on peut travailler au niveau de notre proposition commerciale pour pouvoir proposer un schéma d'implémentation qui va diminuer ce changement perçu tout en créant de la valeur ou une partie de la valeur, au moins dans un premier temps. Vous nous avez conseillé de ne pas engager nos clients dans un premier temps. Qu'en est-il pour les logiciels ORP où nous avons un lourd travail de paramétrage avant l'utilisation d'un moindre module? Effectivement, un ERP est un logiciel avec une proposition de valeur très large. Et donc ça complexifie la chose. J'essaie de voir comment répondre le mieux possible à votre question. Donc, quand on est sur un logiciel comme ça, est-ce qu'un ERP est considéré est constitué de différents modules? Et est-ce qu'on ne pourrait pas conseiller à notre client, selon le cas, d'implémenter un module plutôt que tous les modules ou plus qu'un certain nombre de modules? C'est-à-dire qu'on a tendance, au niveau commercial, hein, à vouloir proposer le maximum de choses d'entrée. Et ça, c'est contre-productif pour la durée du cycle de vente. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas conseiller à notre client de commencer par cette phase-là et poursuivre ensuite par ces phases-là, avec bien sûr que tout ça ait du sens, mais grosso modo, c'est comme ça qu'il faut le prendre en fait. Hein. C'est-à-dire qu'un logiciel ERP est un logiciel modulaire avec une proposition de valeur très large. Selon le prospect auquel on a affaire, on va proposer une approche peut-être un peu plus dans le temps, délayée dans le temps, avec une implémentation de modules. Mais l'idée, c'est de juger sur chacun des modules du changement nécessaire chez le prospect et d'essayer de voir quelle solution on peut proposer pour pouvoir diminuer ce changement. Je ne sais pas si je réponds à votre question, hein, parce que c'est très particulier. Enfin, c'est vraiment particulier de répondre comme ça un peu dans le vide sans avoir une offre et une cible bien identifiée. Autre question, pourriez-vous décrire les étapes classiques que doit suivre un commercial? Je suis d'accord, vos commerciaux présentent l'offre trop vite et font des démos trop vite. Ouais, alors nous, dans toutes les entreprises chez qui on intervient, on constate cela aussi. Hein. C'est-à-dire que les commerciaux vont trop rapidement sur présenter leur entreprise, leur offre et faire une démonstration. Les étapes sur lesquelles il faut passer, et l'étape essentielle dans la vente d'un logiciel, c'est l'étape de découverte. L'étape de découverte est essentielle et on doit faire cette découverte au niveau de l'entreprise, découvrir l'entreprise, découvrir les interlocuteurs et ensuite découvrir le projet. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi nos commerciaux vont plus rapidement sur l'offre et font des démos trop vite. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus confortable pour eux. Hein, c'est-à-dire, quand ils parlent d'eux, quand ils parlent de leur offre, quand ils font une démonstration, ils sont sur un domaine qu'ils maîtrisent parfaitement, qui est leur produit. Et parler du client, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est sur un domaine qu'on maîtrise moins, hein, parce qu'on va avoir une entreprise qui a des process qui ne maîtrise pas. Et ces commerciaux, généralement, sous-estiment l'expertise qu'ils ont sur un sujet. Je dis toujours, quand on vend un logiciel, ce qu'achète le client, c'est d'abord l'expertise de l'éditeur.
Ce n'est pas le logiciel, c'est l'expertise qu'a l'éditeur. Quand on est sur un logiciel métier, on parlait d'un ERP tout à l'heure, si on est sur un ERP centré sur un métier, c'est l'expertise de ce métier qui est importante. Et donc, c'est en questionnant, et c'est dans cette phase de découverte, que non seulement on va comprendre le prospect, mais qu'on va démontrer l'expertise que l'on a, nous, en tant que commercial et en tant qu'entreprise, sur son métier. Et c'est ça qui va faire acheter. Et c'est ça qui va diminuer le risque que va percevoir le prospect sur l'implémentation de son logiciel. C'est vraiment important cette question. Hein. On fait beaucoup dans la formation technique de vente complexe d'exercices liés à cette phase de découverte pour arriver à comprendre tous les tenants et aboutissants d'une prise de décision auprès d'un prospect dans cette phase de découverte et d'amener la démonstration le plus tard possible. Plus on la fera tard, plus elle sera personnalisée, plus elle sera efficace. Je regarde si j'ai d'autres questions. Hop. Comment peut-on diminuer ce cycle de vente sur une activité très spécifique telle que le négoce international, par exemple? Alors, pour répondre à votre question, très honnêtement, il faudrait en savoir un peu plus sur ce que c'est que le négoce international pour vous. Hein. Est-ce que c'est un logiciel qui permet d'acheter à l'international ou est-ce que c'est autre chose? Donc, je pense que c'est tout le temps possible de diminuer le cycle de vente, soit en ayant des actions sur l'offre, hein, je ne sais pas, le négoce international, je ne sais pas, on peut limiter sur un certain nombre de pays, on peut limiter peut-être sur avoir un périmètre sur des types de produits que l'on va acheter, etc., etc., ou sur une durée, ou je ne sais pas. On peut avoir également l'action marketing fonctionne à l'international aussi. Hein. On peut avoir également dans la notion d'offre, mais ça m'est très difficile de répondre à votre question sans en savoir plus sur ce que vous faites exactement. Hein. Donc, si vous voulez échanger, si vous voulez avoir un œil extérieur, envoyez-moi un mail ou appelez-moi par téléphone et on en discutera. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Je n'ai pas l'impression d'avoir d'autres questions. Il est 12h28, j'avais prévu jusqu'à 12h30, donc on est bien dans les temps. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. On a un prochain webinaire alors, qui est pas animé par moi-même, mais par une personne qui est plus technique que moi en termes marketing sur la nouvelle version de Google Analytics pour comprendre un peu et former un peu sur cette nouvelle version, le 8 avril. Non, je n'ai pas d'autres questions. Donc, écoutez, je clôture le webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un autre webinaire et je vous souhaite un excellent appétit.